Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à la nouvelle session de l'Actuarial Week. Nous sommes là ce soir, nous vous retrouvons ce soir pour présenter l'assurance IARD. Je me nomme Sidibé Awa. Je suis actuellement en Master 2 Actuariat à l'Université de Strasbourg au DUAS et je suis co-animatrice de cette session avec Anna qui est ma collègue et camarade de classe, dont je te laisse Anna te présenter. Anna, tu as le micro qui est fermé. Mon micro est fermé. Désolée. Je disais merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. La soirée va se dérouler en trois étapes. Tout d'abord, on aura une brève présentation de l'assurance Yard. Ensuite, nous aurons une présentation des intervenants et finirons par une session de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions tout au long dans le chat et on y répondra à la fin. Donc, euh, je donne la parole à Monsieur Talleux qui peut commencer. Bonjour Philippe Talleux. Donc, je suis le directeur des normes et des standards pour le groupe AXA Monde Entier. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un premier point sur quelques données sur l'assurance IRD, sachant que, ou assurance de dommages à responsabilité civile. Et après, je vous indiquerai quel est mon parcours professionnel et j'insisterai sur deux points. L'un qui est sur la souscription et l'autre qui touche au sinistre. On commencera par les sinistres. Donc, quelques données économiques. Donc, l'assurance IRD, c'est comme tous les domaines de l'assurance, sont des secteurs qui sont particulièrement clés. Donc là, vous avez le chiffre d'affaires qui est effectué en France, mais sachez que les groupes français effectuent une énorme part de leur chiffre d'affaires hors de France. Alors, quand on regarde, j'ai insisté sur un point en ligne d'après, qui est le montant des événements naturels. Alors, sachez que le montant des événements naturels pour 2023, parce qu'il s'agit de données 2023, est pas particulièrement important. Il a été jusqu'au double, voire plus, lors des exercices antérieurs. Les produits qui sont vendus, alors on ne parle pas ici d'assurance de personnes. On parle d'assurances qui ont pour objet de couvrir les dommages physiques, les dommages, pardon. Alors ça peut être des dommages nature corporelle, matérielle, immatérielle, qui sont subis par les assurés ou dont les assurés sont responsables. C'est pour ça qu'on parle d'assurance de dommages ou de responsabilité. De responsabilité, quand on parle d'IARD, on parle incendie, accident et risques divers. Le A faisant plutôt référence à la partie responsabilité civile. Je vous ai indiqué les quelques branches qui étaient exercées. La liste n'est pas limitative. Vous trouverez bien entendu des produits un petit peu qui ne rentrent pas dans ces catégories. Elles sont définies par le Code des assurances où il y a plus d'une grosse vingtaine de catégories. Le principe de tarification, c'est celui de la mutualisation. Sachant que dans la mutualisation, il y a un soin tout particulier qui est pris pour les accumulations. Je reviendrai après. Et je vous ai mis quelques-uns des métiers qui sont accessibles aux actuaires dans le domaine de l'assurance IRD. Bien entendu, comme précédemment, la liste n'est pas nominative et mes collègues qui vont me suivre risquent de vous le prouver. Donc, en termes de carrière, donc moi je suis rentré dans le groupe AXA comme souscripteur et je suis devenu rapidement le patron de la souscription responsabilité civile grand compte de l'UAP, puis du groupe AXA pour le marché français et quelques marchés européens. Au bout de 5 ou 10 ans, je suis devenu responsable des sinistres, de la gestion des contrats, de la direction technique, de l'informatique, de la direction juridique, de la réassurance et une partie de la direction financière. Ce qui m'a amené dans les années vers 2000-2010, vers 2010, pardon, à quitter l'entité opérationnelle dans laquelle j'étais pour rejoindre les fonctions du groupe dans des fonctions de conseil stratégique,
puis de patron de l'audit, et finalement de rejoindre le pôle mondial de l'assurance IARD pour en devenir patron des normes et des standards. Qu'est-ce que c'est que le patron des normes et des standards? C'est celui qui publie les politiques de souscription, les politiques de gestion des sinistres, les politiques de réassurance au niveau monde entier. Et ces règles doivent être appliquées parce qu'elles font partie du contexte de règles existant dans le cadre de Solvency II. Alors, pour revenir sur deux sujets, j'ai commencé par les sinistres. Les sinistres, c'est la clé de l'assurance. Sans sinistre, pas d'assurance. Ça semble un sujet relativement évident, mais le sujet, c'est de déterminer la juste indemnisation de la personne ayant subi un dommage. Juste indemnisation, c'est un sujet qui est particulièrement compliqué parce que ça veut dire ne rembourser que le dommage prévenu au titre du contrat et pas plus, mais pas moins. Donc, c'est un sujet qui se joue sur l'évaluation sur des évaluations à dire d'experts, mais qui aujourd'hui prend une ampleur toute particulière compte tenu de sujets type l'intelligence artificielle qui participent à différentes démarches qui sont la démarche, ce qu'on appelle la, la direction du sinistre vers le bon endroit, on appelle le funneling, et c'est-à-dire que le sinistre doit atteindre les équipes sinistres qui sont en position de gérer le plus efficacement possible. On a d'autres sujets qui touchent à l'intelligence artificielle, qui sont en particulier la fraude. La fraude qui est un sujet particulièrement important parce que ça nuit à la profitabilité des compagnies et ça, en dehors de la relation qui existe, qui doit être une relation de confiance existant entre l'assuré et son assureur. Sur la base des sinistres, on peut souscrire des contrats. Et donc, je vais m'attaquer maintenant à ce sujet. Les contrats, en fait, c'est un document juridique entre l'assuré et l'assureur. Mais derrière ce document juridique, il y a des garanties. Et chaque garantie doit avoir un prix. Alors, quand j'ai commencé à souscrire, les outils de tarification étaient particulièrement frustres et on était sur des multiplications, des additions, l'application de pourcentage et ainsi de suite. Ces démarches ont fortement évolué parce que les bases de données sont enrichies. Elles permettent des traitements statistiques sur bon nombre de produits. Et donc, vous avez une décomposition du métier de souscripteur qui s'est fait entre les tarificateurs et les souscripteurs. Les tarificateurs, étant généralement des actuaires qui constituent des modèles, et ces modèles sont utilisés par les souscripteurs qui déterminent la valeur de leur affaire par rapport au tarif modélisé. Ce tarif modélisé, ils ont un accès à un plus ou un moins commercial, sachant qu'à la fin de l'année, le budget de prime qui doit être mis en place doit correspondre à l'application du tarif actuariel sur l'ensemble du portefeuille, parce que c'est lui qui permet de dégager les marges et de permettre aussi d'intégrer les différents éléments des risques accumulatifs. Alors, risque accumulatif, c'est un autre travail pour les actuaires. On en trouve bien entendu, dans la branche dommage, c'est toute la partie événements naturels, mais on en trouve aussi dans la responsabilité civile, ou si vous écoutez la radio, vous connaissez les sujets de PFAS, les sujets et d'autres sujets qui peuvent toucher à ce qu'on appelle des sériels. Le plus connu des sériels étant celui de l'amiante. Donc voici quelques-uns des éléments que je souhaitais vous transmettre. Je suis bien entendu à votre disposition pour répondre à toutes questions, mais ultérieurement sous le pilotage d'Awa et d'Anna, à qui je repasse la main. Merci bien, Monsieur Talleux. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Ewi. Merci. Merci Awa. Merci à tous d'être présents. Alors moi, c'est Andrea Huy.
Ça fait bientôt 6 ans que je travaille en actuariat. Donc, pour décrire un peu mon parcours, je suis surtout issue d'un double diplôme, donc d'ingénieur génie mathématique et actuariat. Et ce background double un peu se retrouve un peu dans mes différentes expériences professionnelles. Donc, après mon mémoire d'actuariat, j'ai intégré un cabinet de conseil. Et j'ai surtout travaillé en tant que consultante sur des sujets réglementaires, donc solvabilité 2. Euh, et donc, j'ai dû très vite me familiariser avec tout l'environnement réglementaire. Donc, pour remettre un peu le contexte, Solvabilité 2, qui va imposer à toutes les compagnies d'assurance de prouver quelque part qu'elles ont assez d'argent pour faire face à tous leurs risques. Et pour ça, on va utiliser par exemple la notion de capital, d'un certain capital qui va garantir la solidité financière de l'entreprise. Et donc, c'est dans ce sens-là que je suis beaucoup intervenue chez des clients, mais aussi en interne. Donc, j'ai été aussi en compagnie d'assurance. Pour réaliser ce calcul-là, on peut le faire soit en méthode standard, donc avec vraiment une méthode, avec des formules fermées données par le régulateur, ou on peut le faire en modèle interne, c'est-à-dire construire vraiment une modélisation sur mesure plus adaptée à l'entreprise. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai travaillé, donc surtout sur des modèles internes. Et la particularité, c'est que je travaillais surtout dans une branche de l'assurance IRD, qui est l'assurance crédit, qui est assez atypique par rapport aux autres aspects de l'assurance IRD, puisque c'est une protection pour les entreprises contre le non-paiement de leurs clients. Donc, par exemple, Apple va s'assurer auprès de nous, par exemple, on va dire nous qui sommes un assureur crédit. Apple s'assure contre le fait que son client Amazon, avec qui il fait des échanges, ne va pas rembourser ce qu'il lui doit. Et donc, si jamais Amazon fait défaut, donc on va appeler ça un défaut, donc si jamais il ne paie pas ce qu'il doit à Apple, on va rembourser Apple de ce qu'il lui doit et ensuite on va se retourner vers Amazon pour aller récupérer l'argent qu'il aurait dû payer à Apple. Donc c'est comme ça que ça fonctionne globalement dans l'assurance crédit. Et plus concrètement, moi, en termes de travaux, donc sur des modèles internes, ce que j'ai dû réaliser, c'était par exemple calibrer les paramètres du modèle à partir des données historiques. Donc par exemple en assurance crédit, ça va surtout être tout ce qui est probabilité de défaut. On va calibrer des taux de recouvrement, combien est-ce qu'on va récupérer, quelles sont les corrélations qui existent. Donc tous ces aspects-là, tous ces phénomènes-là, en fait, de l'aspect métier de l'assurance crédit, on va les modéliser en modèle interne. Et donc concrètement, mon travail, c'était surtout de réaliser ce calcul de capital tous les trimestres, analyser les évolutions entre les deux et documenter ces évolutions-là, aussi prendre du recul et voir concrètement dans les aspects métiers qu'est-ce qui a fait vraiment évoluer notre capital. Donc ça, c'est pour vraiment les travaux un peu trimestriels. Mais en termes de travaux annuels, j'ai aussi été amenée à faire énormément de tests sur le modèle. Donc, par exemple, ça va être est-ce que le modèle retranscrit bien l'historique? Est-ce que les modèles qu'on utilise sont toujours bien adaptés? Donc, par exemple, si on dit qu'on utilise telle loi, une loi gamma, par exemple, pour modéliser les montants qu'on va payer, est-ce que, avec l'historique à date, est-ce que si on fait un test d'adéquation de loi, est-ce que la loi est toujours adaptée ou est-ce qu'il faut changer le modèle? Est-ce que le modèle converge? Parce que justement, puisqu'on va faire une modélisation dans laquelle on va faire énormément de simulations, on veut aussi vérifier que le modèle converge vers une solution. Et aussi regarder tout ce qui est sensibilité du modèle, le modèle réagit à certains paramètres et en fonction de si on se trompe de 5%, de 10%, comment est-ce que le modèle réagit? Et donc, c'est vraiment tous ces tests-là que j'étais amenée à réaliser lors de ces travaux.
Il y a aussi d'autres types d'analyses ponctuelles qui peuvent être demandées par le régulateur, mais aussi tout ce qui est changement de modèle, puisque après tous ces tests, on peut être amené à dire qu'au final, le modèle doit changer. Et donc, il y a tout un process de changement de modèle qui va être mis en place, analyser les impacts de ce nouveau changement, comment est-ce que ça va impacter le capital qu'on doit calculer, etc. Donc, voilà à peu près pour mes travaux en modèle interne et assurance crédit. Ensuite, là maintenant, ça fait 2 ans que je suis consultante chez Adactis, donc j'ai quitté la compagnie, je suis revenue en cabinet de conseil. Ça fait 2 ans que je travaille chez Adactis et je travaille aussi sur des aspects réglementaires, mais cette fois-ci plutôt en utilisant des méthodes plus standards. Donc, la méthode standard en assurance IRD de manière générale, plus en assurance crédit uniquement. Et la particularité de mon entreprise, c'est qu'on a des logiciels développés en interne qu'on met à la disposition de nos clients qui sont des assureurs. Et donc, en ce sens, j'ai réalisé pas mal de missions d'implémentation des calculs réglementaires chez les clients. Donc, c'est-à-dire que on va reproduire ces calculs de la formule standard avec nos outils pour les mettre à la disposition des clients. Donc, ça nécessitait par exemple de déjà maîtriser notre modèle, être assez confortable avec ce qu'on produit pour pouvoir expliquer les différences, par exemple, avec ce que le client faisait déjà et ce que nous on fait avec notre modèle. Donc, il y a pas mal d'aspects conseils aussi, puisque l'avantage aussi d'être en conseil, c'est de voir plusieurs entreprises et donc de pouvoir vraiment donner une expertise, une plus-value au client. Au-delà de ces aspects réglementaires, toujours sur les dimensions un peu outils, j'ai eu aussi à réaliser pas mal de missions d'automatisation de traitement de données ou de calcul, toujours avec nos outils, ou même des créations ou optimisation d'outils autres, Excel, VBA, R, des outils en Python, etc. Donc, toujours avec une dimension vraiment conseil, une première partie d'audit, comprendre ce que le client fait et ensuite le, l'orienter ou lui proposer d'autres choses en fonction de ce qui est fait sur le marché. Alors, chez Adactis, pour finir, je travaille aussi beaucoup sur de la R&D en interne, notamment tout ce qui est sujet climatique ou intelligence artificielle. Donc, ce sont des sujets d'actualité je pense un peu tous les cabinets touchent un peu de leur côté. Et principalement, moi, ce qui m'a intéressé dans nos travaux de R&D, c'était tout ce qui était lié à l'éthique et aux biais qu'on pouvait avoir dans les modèles d'intelligence artificielle, par exemple. Donc, je pense avoir fait le tour de mes expériences et de ce que j'avais prévu de vous présenter aujourd'hui. De toute façon, si vous avez des questions, j'y répondrai un peu plus tard avec la direction de AWA. Merci, Madame Jovet. Maintenant, nous allons passer la parole à Madame Ketennoven, pardon. Je tiens quand même à préciser que vous avez le chat qui est ouvert pour toutes les questions que vous voulez poser aux intervenants et nous reviendrons à ces questions-là en fin de présentation. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Alexandra Ketenoven, comme vous avez pu voir. Merci à Anna et à Awa pour gérer ce rendez-vous. Moi, de mon côté, j'ai un parcours un peu bizarre par rapport à ce que vous avez déjà vu, parce que déjà, j'ai pas étudié en France, et deux, parce que j'ai un profil assez international, mais également, j'ai fait à la fois de l'inventaire, à la fois du reporting, et à la fois la tarification sous les risques commerciaux. Donc, j'ai à peu près 11 ans d'expérience. J'ai effectivement commencé ma carrière en 2014 quand je suis venue pour la première fois en France, chez Allianz France. Euh, Pourquoi je dis pour la première fois en France? Donc, pour vous expliquer un peu mon parcours, j'ai étudié en Roumanie, j'ai étudié un peu, j'ai passé des certifications en Angleterre et ensuite j'ai eu une opportunité au sein du groupe Allianz de venir en France, donc commencer ma carrière en actuariat. Euh,
j'ai pris cette opportunité, donc je suis arrivée dans le département d'inventaire chez Alliance France. Petit à petit, j'ai évolué au sein du groupe. J'ai basculé d'abord chez Alliance Care, ensuite chez Alliance Partners, pour que je puisse me former sur plusieurs lignes de provisionnement. Pourquoi je dis ligne? Parce que, comme vous savez, dans l'assurance IARD ou de l'assurance non-vie, il y a plusieurs types d'assurance non-vie. Ça peut être ce qu'on appelle en anglais personalized, donc les assurances individuelles, mais il y a aussi tout le côté commercialized, donc il y a les assurances grand risque, pour le dire comme ça, qui se manifestent de manière un peu différente et chaque ligne a ses spécificités. Euh, donc, pourquoi c'est important, pourquoi cette expérience a été extrêmement importante pour moi? Bah, parce que j'ai compris non pas juste les IBNR ou les provisionnements du point de vue mathématique. Donc, on projette un triangle, on sort des réserves, c'est bon. Non, mais en fait, j'ai compris pourquoi c'est important d'avoir les bonnes réserves. Donc, je vais partager un peu de mon expérience avec vous. Déjà, vous savez tous, je pense que vous faites tous au master ce que c'est une provision technique et la spécificité que nous avons dans l'assurance non-vie et dans l'assurance en général, c'est qu'on peut faire des provisions pour l'inconnu. Donc, toutes les compagnies dans ce monde, que ce soit assurance ou pas assurance, ont le droit de faire des provisions. La spécificité des assurances, c'est qu'on peut faire des provisions pour l'inconnu. Donc, notamment dans l'assurance non-vie, c'est ce qu'on appelle les IBNR, qui peut être partagé en deux, qui peut être, enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a plusieurs types de provisionnement, mais le plus connu, c'est les IBNR qu'on projette avec des triangles et on peut projeter les IBNR de deux manières. Ça peut être le IBNR Incurred but not enough reported, ce qui veut dire les sinistres qu'on connaît mais qu'on sait qu'ils vont évoluer du point de vue montant. Et Incurred but not yet reported, qui sont en fait les sinistres, le nombre de sinistres qu'on ne connaît pas encore mais qu'on sait qu'ils vont arriver. Donc, en sachant que, comme Philippe l'a mentionné tout à l'heure, il y a une obligation réglementaire d'avoir des provisions. Donc, les compagnies d'assurance doivent bien projeter des IBNR. Maintenant, la question, c'est ce que j'ai appris aussi avec mon expérience et face aux gens et au fait que j'ai eu plein de gens de carrières différentes et de backgrounds différents devant moi, c'est qu'il faut toujours être un best estimate. Donc ça, c'était un peu, disons, la phrase qui m'a marqué au début de carrière, best estimate, best estimate, best estimate. Donc j'ai finalement compris pourquoi. En sachant que quand on a des provisions, ça peut impacter une compagnie de deux manières. Juste pour vous expliquer, j'ai simplifié cela en deux types de manières. Ça peut être la manière externe et la manière interne. Pourquoi je dis externe? Bah, c'est l'environnement externe. Et ici, je vais mettre mon assuré et le régulateur. Et le côté interne, je vais juste me faire référence au PNL ou le bilan de la compagnie. Donc, pourquoi c'est important de faire des provisions? Déjà, la provision, c'est quoi? La provision, c'est l'argent que je mets de côté pour que je puisse être en capacité en tant qu'assureur de payer les sinistres, de respecter le contrat d'assurance que j'ai signé avec mon assureur. Donc, si je fais des provisions, déjà, je dois payer l'assuré quand il y a un sinistre, quand celui arrive. Donc, pourquoi c'est important pour les provisions, c'est extrêmement important, encore une fois, pour la non-vie, c'est que la différence entre la vie et la non-vie, c'est que on ne sait pas dans la non-vie quand l'événement peut arriver. Donc, il se peut que sur la durée d'une police, la provision arrive au début, à la fin, au milieu de la durée de couverture, mais elle peut arriver également jamais. Elle ne peut pas arriver. Je pense que ça nous est arrivé à tous qu'on ait une assurance auto et qu'on n'ait jamais de sinistre. Et donc, c'est d'autant plus important pour l'assurer que le moment où le sinistre arrive, on soit en capacité de respecter le contrat et qu'on paye dans les délais contractuels. Donc, déjà, c'est l'engagement qu'on a eu. Encore un facteur important, en fait, disons, une partie importante pour ce qu'on appelle dans cet exemple l'environnement externe, c'est pour le régulateur. La provision est extrêmement importante, la provision est extrêmement importante aussi, comme mes collègues ont mentionné auparavant,
parce que il faut prouver au régulateur qu'on a assez de réserves. On a assez de réserves, on est assez solvable, donc on peut continuer à souscrire du business. Euh, donc, à la fois le risque d'image, donc l'assuré, et à la fois le régulateur qui est toujours dans la surveillance des compagnies d'assurance. Et ce que j'appelle également, ce que j'ai appris aussi lors de mon expérience et au fur et à mesure de mon expérience, que les provisions sont d'autant plus importantes aussi pour l'environnement interne. Et ici, on parle de bilan, parce que plus on a de provisions, moins on va dégager de profit, moins on a de provisions, plus on va dégager de profit. Donc, vous voyez un peu le piège. Donc, c'est pour cela que c'est important de ne pas avoir trop de provisions ou pas assez de provisions, mais avoir un best estimate de provisions pour qu'on puisse avoir un bilan sain et pas volatile. Donc, c'est extrêmement important quand on monte et que pour la hiérarchie d'une compagnie d'assurance d'avoir assez de provisions et les bons provisions. Bien entendu, j'ai appris également dans mon expérience des différentes méthodes de provisionnement. Bah, vous connaissez très bien, je pense, DFM. Donc, DFM, c'est Development Factor Method, qui est en fait Chain Leader classique. Ensuite, il y a d'autres méthodes qui sont Bornhuetter-Ferguson ou même Bornhuetter-Ferguson stochastique. L'important, c'est de savoir que les provisions sont extrêmement importantes et ça peut jouer également, ça peut avoir un impact extrêmement important sur le bilan de la société. Donc ça, c'est ce que j'ai appris dans le côté provisionnement. Mais comme je suis une personne très curieuse, par la suite, j'ai basculé du côté tarification. Donc un peu comme Stella, j'ai découvert la tarification et surtout la tarification cyber. Dans mon expérience de tarification, j'ai un peu, disons, j'ai réussi à raccrocher un peu les wagons de toute la chaîne de productivité ou disons toute la chaîne de vie d'un contrat d'assurance parce que j'ai compris pourquoi c'est important pourquoi les provisions sont importantes et pourquoi c'est important d'avoir une bonne tarification. Et ensuite, j'étais amenée à faire effectivement la tarification en soi-même parce que et mon rôle était d'autant plus stratégique et important parce que je comprenais toute la chaîne. Euh, voilà à peu près de mon parcours. Aujourd'hui, je suis chez Willis Towers Watson, donc c'est une compagnie de conseil. Et j'ai la chance de pouvoir effectuer les deux, de faire à la fois le provisionnement et à la fois la tarification. Et je suis de nature curieuse et même si j'ai juste 11 ans d'expérience, je sais que j'ai encore énormément à apprendre. Donc, le monde de non-vie me fascine et arrête pas de me surprendre. C'était excusez-moi, à peu près tout, Awa, ce que je voulais partager. Donc maintenant, je vais m'arrêter, je vais te passer la parole et on va prendre des questions. Euh, Merci beaucoup à tous d'avoir partagé votre expérience. Donc, nous avons une première question. Donc, on voudrait savoir quelles sont les compétences, les appétences d'un actuaire pour s'orienter vers l'assurance IARD. Si vous, Awa, si vous en êtes d'accord, je vais prendre un début. Je pense que d'autres compléteront. Il y a un premier sujet qui a été mentionné par Alexandra, par Stella, et par à peu près tout le monde. En fait, c'est le sujet de la curiosité. L'actuaire IARD, il a, même Andrea et moi l'avons aussi mentionné, l'actuaire IARD, il a une ouverture du monde sur beaucoup de sujets. Que ça soit des sujets que ça soit les sujets techniques en propre, hein, tels que les différents modèles qui ont été mentionnés par mes prédécesseurs, mais que ça soit aussi des sujets traités. C'est-à-dire que quand vous êtes vous pouvez passer des sujets normatifs à une ouverture sur le monde avec un rapport économique au monde. Vous êtes dans l'immédiateté de l'actualité événementielle. Vous êtes quand on parle des catastrophes naturelles, il y a vous êtes dedans. Vous pouvez toucher à des sujets qui sont
les sujets du règlement quand vous touchez au sujet des règlements de sinistres, en fait, que vous créez des mutualités de sinistres et vous essayez de comprendre comment trouver une solution qui protège tout le monde, ça vous donne aussi il y a un aspect très social dans le travail que l'on effectue, quel que soit le job. La mutualité, c'est l'optique de l'assurance IRD, c'est de créer des mutualités. Et plus les mutualités sont grandes, plus elles sont englobantes, meilleur est notre travail et meilleur se développent les différentes compagnies ou actionnaires au grand bénéfice des actionnaires des compagnies privées ou des mutualistes pour les compagnies mutualistes. Donc si vous retenez l'angle de la mutualité et l'angle de la curiosité, vous avez déjà pour moi deux grandes vertus pour les actuaires. J'aimerais compléter un tout petit peu la réponse. Je suis complètement d'accord avec l'aspect curiosité et pour compléter même sur cet aspect-là, je dirais que il faut toujours essayer de comprendre pourquoi. Toujours poser la question, le pourquoi. Parce que si vous comprenez bien les produits d'assurance sur lesquels vous êtes, vous serez plus à l'aise déjà dans la modélisation de ce produit-là. Comment est-ce que je vais le tarifer, comprendre les tarifs que j'ai faits, comprendre la modélisation que j'ai faite parce que vous comprenez le sous-jacent derrière. Euh, Au-delà de ça, il y a aussi un aspect aussi que je trouve assez important. Il y a la capacité à communiquer ces résultats parce que euh, au- en actuariat, on a tendance à faire pas mal de calculs, on a beaucoup de chiffres un peu partout, dans tous les sens. Et en fait, il faut communiquer ces chiffres-là à une hiérarchie, à des personnes qui n'ont pas fait les calculs avec nous. Et donc, ça reste aussi une compétence que je trouve importante à souligner ou sur laquelle il faut travailler pour pouvoir mieux vulgariser ce qu'on a fait. Vulgariser ses chiffres et vulgariser aussi sa réflexion. Parce que certes, parfois, on est amené à prendre des hypothèses et donc il faut pouvoir justifier, expliquer le pourquoi est-ce qu'on a choisi ça. Et donc, tout ça rentre vraiment dans cette capacité-là à vraiment communiquer et vulgariser ses résultats. Et pour ma part, si je me permets de encore renforcer cette idée, sachez que je me rends compte de plus en plus, avec mon expérience et aussi à mon équipe, que les calculs, on peut avoir des gens brillants, mais c'est très important, extrêmement important dans la carrière, comme Andrea l'a dit, de savoir communiquer les résultats et de savoir communiquer en général, surtout quand on passe de temps dans les chiffres. Merci bien. Justement, pour rebondir sur ce sujet-là, nous avons une question. Y a-t-il une différence significative entre le travail d'un actuaire IARD et un actuaire vie? Alors, il y a une différence dans la nature des produits. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas les mêmes. Alors, il y a certains produits qui sont bien entendu communs, c'est-à-dire que avec des mécaniques qui sont assez proches, type les produits santé court terme, on est sur des mécanismes de mutualisation. Quand vous travaillez sur des produits d'épargne, vous êtes sur des projections dans la durée, tandis que la majorité des produits d'assurance de dommages ou de responsabilité se renouvellent dans l'année. Alors, je vais pas parler de l'assurance crédit qui a été évoqué tout à l'heure, où il y a certains risques crédits qui peuvent avoir 25 ans de duration. Mais globalement, on rejoue le portefeuille tous les ans. Donc rejouer le portefeuille tous les ans, ça amène une certaine conception des choses. Et faire du tir et oubli, c'est une autre structure logique. En tout cas sur l'aspect tarification. Mais ce qu'il faut que vous vous disiez, c'est qu'il faut absolument que des actuaires IRD aillent en vie et vice versa, parce que les mécaniques sont très différentes. Et dès que vous avez des produits avec des options en assurance vie, vous arrivez sur des notions qui sont celles du risk appetite, c'est-à-dire des limites de risque acceptables, et qui sont elles des notions qui sont, je pense que tout actuaire non vie
à ce stress de savoir qu'un événement puisse passer à travers son portefeuille et mettre en danger la société d'assurance pour laquelle on travaille. Et mes collègues ont probablement d'autres points de vue, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai rencontré quand j'ai fait un peu de vie, et je peux vous garantir que c'est pas du tout la même conception sur la logique des produits, mais vous arrivez à beaucoup de trucs communs quand même. Merci beaucoup. Alexandra? Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou vous voulez qu'on passe à la question suivante? Ok. Euh, pour la prochaine question, elle porte sur le changement climatique. Comment le domaine de l'assurance IARD s'adapte à ces changements? Je peux peut-être prendre celle-ci. C'est vrai que le changement climatique, c'est un véritable challenge pour l'assurance IARD. Et là, on peut se dire qu'il y a quelques décennies, les modèles, ils étaient construits, par exemple, sur de la donnée historique. Aujourd'hui, quand on veut tarifer un risque IARD, utiliser la donnée historique, ça ne va plus être suffisant. Donc, il y a beaucoup, notamment, de projections climatiques, de scénarios de projections climatiques qui ont été développés. Et c'est vrai que maintenant, c'est vraiment clé pour les actuaires de plus uniquement se baser sur le passé, mais également sur des projections du futur pour être en mesure de bien prendre en compte ce risque et de prendre également en compte les incertitudes qui sont également liées au changement climatique. Je vous remercie. J'ai une autre question pour vous dans le chat. On demande comment vous avez eu l'idée de la création de votre entreprise et sachant que le secteur est soumis à plusieurs réglementations, comment vous avez fait pour approcher les compagnies d'assurance et leur proposer vos services? C'est très précis. Alors moi, concrètement, ça faisait longtemps que j'avais envie de monter mon entreprise. Et ça faisait longtemps également que je pensais à cette idée parce que j'avais vu que les assureurs paramétriques traditionnels, ils étaient vraiment, ils étaient plutôt, je dirais, sur des grands risques, sur des très grosses sommes assurées et qu'il y avait finalement peu d'acteurs qui s'attaquaient à l'assurance paramétrique, notamment en B2B2C, c'est-à-dire le marché notamment des particuliers. Donc moi, je voyais une belle opportunité business sur cette niche. Et ensuite, moi, j'ai beaucoup travaillé avant de monter l'entreprise. Donc d'abord, les étapes, c'était de trouver notamment une associée. Ensuite, faire tout un business plan avant de décider de se lancer. Et quand ensuite on s'est effectivement lancé, et bien du coup, la première étape, ça a été vraiment de trouver un porteur de risque, de trouver un assureur qui souhaitait co-créer le produit avec nous. Donc l'idée, c'est que nous, on est courtier, donc on est ce qu'ils appellent aux États-Unis MGA. Donc en fait, c'est nous qui avons vraiment créé le produit, créé la tarification, participé à la rédaction des polices. Et derrière, je dirais, on s'occupe vraiment du tout le cycle de vie de la police. C'est nous qui allons la commercialiser, c'est nous qui gérons les sinistres. Et donc après, effectivement, tout l'enjeu, c'est de trouver un assureur ou un réassureur qui souhaite s'associer pour porter le risque. Donc c'est de cette manière que ça s'est structuré. Merci bien, Madame Jovet. Nous avons une autre question aussi, toujours sur l'assurance IARD. Comment l'assurance IARD évolue-t-elle pour répondre aux besoins d'une société de plus en plus connectée? Donc, Alors, sur les modes de distribution, en fait, l'assurance, les modes de distribution, ils évoluent en permanence. Donc, je doute qu'il y ait une seule compagnie qui n'ait pas un mode de travail qui soit un mode de travail Internet, ou qui n'ait pas une filiale qui soit dans ce domaine-là. Il y a un sujet que l'on réalise plus avec l'âge. Je suis désolé pour les études, pour vous, mais quand vous avez un sinistre, en fait, le rapport humain reste clé. Et le rapport humain, c'est ce qui permet de ramener un peu de confort, en particulier pour les sujets qui sont particulièrement embêtants pour les personnes ayant subi un dommage. Donc ça, c'est la réponse côté sinistre. Côté souscription, vous avez de plus en plus de données
non, qui ne sont pas obtenus par les questionnaires de souscription qui sont utilisés dans les différents modèles. On ne peut pas utiliser n'importe quelle donnée. Il faut que vous ayez que vous ayez conscience de ça. Il y a, en particulier en Europe, il y a ce qu'on appelle la GDPR, ce qui est le règlement concernant les données personnelles, qui exige des compagnies d'assurance que les données qu'elles collectent soient utilisées aux fins de l'action qu'elles ont présentée à la personne qui donne ces données. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas collecter des données concernant en disant ben voilà je collecte ces données pour vous vendre de l'assurance auto et ne pas présenter un produit d'assurance auto mais proposer un produit d'assurance vie. Ça fait pas partie des sujets qui sont autorisés. Donc quand on parle d'un monde connecté, il faut voir le sujet dont on parle. Parce que c'est donc le sujet de distribution, le sujet de l'information du client, tant côté sinistre, côté souscription, qui est un sujet de connexion. Il y a la collecte des données et la façon dont on fabrique et la façon dont on fabrique les modèles. Et je rappelais juste un point, hein, l'assurance, c'est quand même un contrat à la base qui est annuel, donc qui n'est pas automatiquement dans le cycle de l'immédiateté sur sa durée de vie. Mais peut-être que mes collègues ont d'autres perspectives pour cette question qui est un petit peu ardue vu le nombre de facettes qu'elle comprend. Tu peux prendre la prochaine question. Ok. Toujours sur tout ce qui est connecté et tout. Dans le chat, on a une question. Utilise-t-on des processus de Hawkes, pardon, si je prononce mal, House. Hawkes, pardon, fréquemment en IARD pour modéliser la fréquence des risques cyber? Donc, l'assurance cyber est toujours un milieu qui évolue énormément. Aujourd'hui, vous avez peut-être vu qu'il y a pas mal de travaux qui se font auprès de l'Institut, mais également auprès des compagnies d'assurance. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'on est tous en train d'essayer la méthode la plus adéquate pour qu'on puisse trouver un modèle stable pour cyber, en sachant que le risque cyber évolue avec la technologie. Donc, est-ce que ces processus, il est fréquemment utilisé? Pour tout vous dire, je ne sais pas. Parce que, comme j'ai dit, on essaie tous un peu de notre coin, dans notre coin de modéliser la fréquence et la sévérité en fonction de comment on pense mieux. Il y a des méthodes comme Bayesian, les méthodes bayésiennes qui sont utilisées. Il y a aussi des risques de la théorie de contamination. Donc, il y a pas mal de théories qui sont aujourd'hui testées pour qu'on puisse arriver à modéliser le risque cyber de manière correcte. Mais malheureusement, tous les modèles que nous avons aujourd'hui, ou en tout cas qu'on maîtrise, pour le dire comme ça, se basent sur des données historiques, alors que le risque cyber, les données de 2015, 2016, 2017 ne sont plus représentatives pour le risque 2014. Euh, donc, la réponse est peut-être. Fréquemment, je ne pense pas, parce que si c'était fréquemment, peut-être qu'on aurait déjà entendu parler. Est-ce qu'il est utilisé ailleurs par d'autres compagnies qui testent les processus de Hawks? La réponse est peut-être. Je vous remercie. Nous avons une question suivante qui demande quelle réponse donnerez-vous à un junior s'il ne sait pas s'orienter entre la vie et le IARD, mais qu'il recherche un domaine qui a des perspectives plus techniques et évolutives? Je pense qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui vous dira d'aller en vie. On s'est tous amusés en IRD. Je pense, moi, je pense que les deux sont techniques. Les deux, on peut pas dire l'assurance vie est technique, l'assurance non-vie, elle n'est pas technique. Non, l'inverse. Tout est technique, c'est technique actuarielle. Je pense que finalement, c'est une question de appétence et appétence, appétence au risque, appétence au produit, l'appétence, ce qui nous plaît le plus. Moi, par exemple, j'ai fait vie et non-vie.
pour ma propre curiosité et pour mes propres appétences, de l'incertitude, de pouvoir calibrer mon modèle le plus finement possible pour qu'à la fin, quand je regarde ce que j'ai tarifé versus ce que j'ai eu ou ce que j'ai provisionné versus ce que j'ai vraiment eu, tombe correctement. Bah, j'ai choisi la non-vie. Alors que dans la vie, en fonction de certains produits, plus on s'approche du terme, plus il y a une probabilité que l'événement se produise. Donc, chaque branche a ses propres spécificités. Chaque branche a ses propres spécificités techniques et spécificités produits. C'est juste une question de ce qui nous plaît le plus. Pour moi, je suis juste tombée amoureuse de côté non-vie. Moi qui suis en fin de carrière, je peux vous dire que je me suis amusé du côté non-vie et j'ai toujours beaucoup de plaisir à raconter des histoires sur l'assurance non-vie. Mais après, oui, il y a un choix personnel. Il n'y a pas de niveau, les niveaux techniques sont importants des deux côtés. Et c'est autre chose aussi, je me permets de rajouter, c'est qu'un peu près de l'histoire, à chaque fois qu'on regarde un triangle, on est même en fin de carrière, au début de carrière, au milieu de carrière, on est toujours satisfait de raconter l'histoire. Je suis d'accord avec toi, Alexandra. Et malheureusement, avec l'âge, on finit par radoter, mais ça, c'est un autre débat. Mais il y a tout plein d'histoires sur l'assurance non-vie. Vous savez, moi, j'ai commencé ma carrière de souscripteur avec l'incendie d'un paquebot de croisière dans le port de Saint-Nazaire. Ça faisait 3 jours que j'avais l'autorisation de souscrire. Et on me donne un portefeuille. Dans le portefeuille, il y a une société qui est avec un sinistre total en plusieurs centaines de millions d'unités. Et moi, et ça a été mon baptême du feu. Et j'ai fini ma carrière opérationnelle en entité avec l'effondrement de l'aéroport de Zeu de Roissy. Un bon début et un bon fond. Voilà. Donc, après, si vous aimez ce genre de choses, vous en avez moins envie. Mais vous avez d'autres débats, hein, les débats qui touchent sur la retraite, sur l'assurance emprunteur. Est-ce que dans un questionnaire, on doit avoir un droit à l'oubli dans les questionnaires médicaux? C'est des sujets qui sont super intéressants en assurance, là, c'est en assurance santé. Après, vous avez vous transformez l'épargne. C'est un sujet qui est très, très, qui est très, très sioux. Et c'est vraiment une question d'appétence et de tourneur d'esprit. Ok, merci beaucoup. Donc, la question suivante pose sur le passage d'une compagnie à un cabinet de conseil. Comment le passage peut se faire, s'il y a des difficultés ou pas? Andrea, tu veux la prendre? Oui, oui, je peux la prendre. Alors, difficulté, en fait, ce passage-là, pour moi, ça dépend vraiment déjà de ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez bien changer de sujet souvent? Est-ce que vous aimez plutôt avoir la main, enfin, une vraie expertise, une expertise sur un produit que vous connaissez du bout des doigts? Ou est-ce que vous aimez bien changer euh, d'un mois à l'autre des sujets, des portefeuilles, changer de type de mission. Enfin, ça dépend vraiment des personnalités. Qu'est-ce que vous avez, ce que vous voulez vraiment faire et il peut être plus ou moins facile en fait. Il y a des gens qui viennent en conseil qui restent pas longtemps parce qu'ils n'aiment pas du tout. Il y a des gens qui viennent au final qui restent 10, 15 ans et qui font que du conseil et voilà quoi. Donc il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus. C'est surtout si vous avez envie de le faire, bah, ça vaut peut-être le coup de tester. Mais c'est différent. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut rajouter d'autres choses dessus, ou je peux passer à la question suivante.
Je peux rajouter également, parce que moi aussi j'ai fait la bascule de assurance, de compagnie d'assurance vers le conseil, et je renforce, et ce que Andrea a dit, ça dépend de ce que chacun veut et sa personnalité aussi, comment ils ont envie d'évoluer. Moi, par exemple, je suis une personne très très dynamique. Le fait que je sois un conseil me permet d'évoluer dans la direction que je souhaite, c'est-à-dire je n'ai pas envie de me spécialiser dans quelque chose, ce qui veut dire que demain, je peux être amenée à faire une mission en inventaire que je fais très bien. Et le lendemain ou un mois après, il se peut que j'ai une mission en tarification que je ferai très bien. Mais c'est juste que je le fais 3 mois, je passe à la suite. Je ne vais pas rester à faire la même chose pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est une question de personnalité, de goût, de ce qu'on veut faire et comment on se retrouve. Moi, je peux dire, le conseil pour moi, c'est comme le canard dans l'eau, c'est parce que c'est ce qui me plaît, ce qui me représente. Pour compléter, enfin pour recompléter du coup, il y a aussi l'aspect, moi personnellement, ce qui m'a fait me redonner, parce que j'ai commencé en conseil, puis je suis allée en compagnie, je suis revenue en conseil, ce qui m'a vraiment donné le boost et la motivation de revenir en conseil. Donc il y a le fait de changer de sujet, mais il y a aussi tout ce qui entoure en fait la vie en conseil, donc tout ce qui est R&D, les travaux qu'on va avoir à côté, l'encadrement des mémoires, je trouvais aussi que qu'on participait plus facilement à la vie actuarielle, donc dans les congrès, des choses comme ça, les événements clients, le côté commercial aussi. Donc ici, c'est vraiment un tout à côté qui, personnellement, moi, me plaisait, me donnait envie de revenir en conseil, quoi. Vous savez, on peut aussi défendre. C'est une question très personnelle hein, qui dépend beaucoup de de votre envie et de la façon dont vous travaillez. Moi, j'ai jamais rejoint un cabinet de conseil. Hein. J'ai même un parcours assez linéaire chez que deux employeurs, sachant qu'ils ont fusionné à un moment donné. Donc vous pouvez compter deux au moins, c'est selon votre goût. Le- les, la question de changer de sujet est toutefois clé pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut éviter l'ennui et en plus vous disposez de la capacité et des outils qui vous permettent d'avoir des choix. Et c'est un sujet qui est particulièrement important. Et je vais appuyer ce que disait, je vais appuyer aussi quelques idées que défendait juste avant moi Andrea. La participation au mouvement actuariel, elle peut vous amener aussi ce genre de sujet. C'est-à-dire que vous pouvez, le mouvement actuariel, en y participant par ces groupes de travail, par ces commissions, ça vous permet de voir des tas de sujets que vous voyez pas. Alors vous les approfondirez pas comme une personne étant sur le domaine, mais au moins vous les toucherez. Et ça vous donnera peut-être l'envie d'aller rejoindre les différents sujets, que ce soit en compagnie en compagnie ou en conseil. Et dans tous les cas, vous êtes responsable hein, du travail que vous effectuez. Donc, que ça soit les amis du conseil, que ce soit les collègues des compagnies, puisque là, on est en train de séparer les deux. Dans les deux cas, vous avez un devoir d'être au top des sujets techniques et d'être aussi en quête de nouvelles solutions, de nouvelles idées. Et pour revenir sur ce que disait Alexandra Alexandra sur le risque cyber, ben on tâtonne, on cherche toujours des solutions, même s'il y a certains modèles qui semblent fonctionner, ils fonctionnent à un moment, puis après ils se mettent à plus fonctionner parce on est parti en dehors des limites d'exploitation du dit modèle. Et c'est ça notre quotidien en fait. Ben, merci bien pour votre participation pour cette question-là. J'avais une autre question et tout sur la tarification. Donc, ça a été dit que on a fait mention des modèles de tarification, sous-entendu les GLM, mais on a aussi entendu parler du fait qu'il peut avoir la tarification avec la méthode de crédibilité. Du coup, la question c'était est-ce que il y a un rapport entre les deux et surtout les différences entre les deux méthodes? Donc, je suppose que ça s'adresse plus à Madame Ketenhoven.
Pas forcément, parce que moi, dans les commercial lines, on n'avait pas forcément, enfin, en financial lines, pour plus précisément, on n'avait pas de GLM. Ok. C'était modélisé d'une autre manière. Mm. Donc, les GLM, c'est plutôt, je pense que le risque auto-MRH, etc. Moi, j'ai pas les compétences de répondre. Peut-être que je me trompe, hein, je dis juste de mon expérience. Ce qu'on a fait en financial lines, il n'y avait pas vraiment un GLM derrière pour les courbes derrière le modèle. Donc, j'ai pas les compétences pour répondre à cette question de manière précise. Donc la question suivante porte sur l'intelligence artificielle. Donc quel est l'impact de l'émergence de l'intelligence artificielle? Peut commencer à répondre sur ce point-là. Euh, alors, de notre côté, en tout cas, ce que nous, on observe, ce qu'on a déjà aussi testé en interne au sein de mon cabinet, c'était le fait d'utiliser de l'intelligence artificielle pour améliorer les performances déjà des modèles. Donc, comment ça va se passer? Ça va par exemple, permettre d'identifier des facteurs de risque cachés qu'on n'aurait pas pu voir juste en utilisant des méthodes plus traditionnelles. Ça va aussi être, par exemple, dans la détection de fraude. Je crois que M. Talon en parlait tout à l'heure. Dans la détection de fraude, par exemple, on va trouver des schémas inhabituels, des choses qu'on n'aurait pas pu voir comme ça à l'œil nu ou avec des modèles classiques. Et ça va nous permettre de repérer, par exemple, plus simplement des comportements suspects des assurés. Donc, il y a vraiment cet aspect détection de fraude qui prend, dans lequel l'intelligence artificielle a vraiment une plus-value. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de l'automatisation des processus. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est lié au fait d'extraire automatiquement des données, générer des données de manière automatique pour enrichir nos modèles. Donc, on parlait par exemple du risque climatique pour lequel on n'a pas forcément beaucoup de données en historique, mais on est capable avec l'IA de générer des données plus qui sont des données qui sont réalistes en fait pour enrichir nos modèles. Par contre, un aspect aussi de l'IA sur lequel il est important aussi de mettre un doigt dessus, c'est par rapport à tout ce qui est biais des algorithmes, parce que par exemple, quand on va générer des nouvelles données, on va se baser sur l'existant. Et peut-être que dans l'existant, il y a déjà de facto des biais qui existent. Et donc, les modèles d'IA peuvent avoir tendance à exagérer, à reprendre ces biais qui existent et les démultiplier pour avoir au final un modèle qui est tout aussi biaisé que ce qu'il y avait au départ et qui n'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de retraduire dans dans nos modèles. Donc, il y a vraiment tout ce qui est lié à l'éthique. Donc, non seulement dans l'utilisation, mais aussi dans comment est-ce que le modèle est mis en place. Et donc, c'est pour ça que par exemple, il y a pas mal je pense aussi que la réglementation va évoluer sur ces sujets-là, notamment au niveau de l'assurance, pour pouvoir mieux encadrer les modèles d'IA qui vont être utilisés, par exemple, dans les années à venir. Voilà. Aujourd'hui, vous avez plusieurs réglementations qui touchent sur l'IA, hein, c'est pour compléter. Je suis d'accord avec toi, André, hein, c'est ce que tu évoques qui est particulièrement clé. Vous avez l'IA Act et vous avez l'IA Governance Act, et puis après, vous avez aussi quelque chose qui touche aux mandataires sociaux. Et après, vous appliquez encore la GDPR dont on parlait tout à l'heure. Ça vous donne un contexte qui est particulièrement défini en Europe pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas croire que ça soit un carcan. C'est clé pour la confiance vis-à-vis des clients. C'est clé sur le fait que l'on ne fasse pas de la discrimination. Je ne fais que répéter ce que dit André, hein. Ces sujets
sont vitaux. Parce que derrière, l'assurance, c'est une relation de confiance à la base. Et si vous détruisez cette relation de confiance, la mécanique ne fonctionnera plus. Donc c'est quelque chose qui pour nous est particulièrement important. Ça ne veut pas dire que que ça arrête l'innovation. C'est-à-dire qu'on continuera à innover, on continuera à créer des nouveaux fonctionnements, mais on a tout un ensemble de règles à respecter qui nous protègent nous. Ok, je vous remercie. Nous avons encore une autre question sur l'intelligence artificielle. Donc, dans le chat, on nous écrit que nous constatons une baisse de l'activité de plus en plus marquée dans le conseil pendant certaines périodes. Pensez-vous que cela soit dû aux avancées de l'intelligence artificielle? Si c'est le cas, quel avenir pour l'actuaire? Alors, toutes les techniques, historiquement, si vous reprenez l'intégralité des techniques, à chaque fois, on se reposait la même question. Et à chaque fois, on n'a pas vu d'effondrement du nombre d'acteurs sur le marché. Alors, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est que l'intelligence artificielle, même si elle est génératrice, elle ne crée pas automatiquement les réponses à des problèmes nouveaux. Elle a besoin d'apprentissage et elle reproduit plus ou moins bien ce qui lui a été donné en termes d'éducation et et elle élargit un peu le scope. Ça veut dire que et puis le travail de chacun d'entre nous, c'est pas qu'un travail de modèle. C'est un problème de réalité face à la situation de nos modèles. C'est-à-dire que c'est un œil critique. C'est-à-dire que vous pouvez être très pertinent sur votre modèle et être complètement à côté de la plaque parce que vous n'avez pas jeté cet œil critique sur ce que vous êtes en train d'effectuer. Donc moi, j'ai une confiance énorme sur la continuation de notre métier pour le futur et de l'augmentation de son importance parce que bien maîtriser les différentes techniques, les différents modèles. C'est-à-dire que vous n'apprenez pas les modèles que moi j'ai appris, vous les utilisez pas de la même façon. Et pourtant, ce que je fais a été dépassé, ce que j'ai appris en école a été dépassé à un moment, mais le regard critique est resté. C'est-à-dire que vous affûtez des outils qui sont pas automatiquement dans ceux de l'intelligence artificielle. Vous créez une capacité de jugement. Et la capacité de jugement, c'est ce qui évite les grosses bêtises. Donc vous pouvez y aller de mon point de vue. Je partage aussi complètement ce point de vue parce que, au final, elle est vraiment là, notre plus-value, dans toute l'analyse qu'on va faire. Derrière, par exemple, supposons qu'on fait une modélisation, on a estimé qu'il faut ça de capital, etc. Ou bien même, je prends le cas de la tarification, on a estimé qu'il fallait ça comme tarif, mais il y a aussi eu toute une analyse en fait derrière pour produire ce chiffre-là, une analyse critique. Et si demain on commence à juste utiliser l'intelligence artificielle générative, par exemple, qui nous dit bah, ton tarif, ça sera ça, il faut pouvoir le justifier en fait aux personnes qui vont souscrire. Il faut pouvoir leur dire bah, c'est pour ça qu'on a décidé de le faire et il n'y a pas seulement que ce côté froid modèle, il y a aussi l'humain derrière et c'est d'humain à humain qu'on va qu'on intervient, quoi. Notre métier, c'est aussi ça. Ok, nous vous remercions. Donc, si vous n'avez vous n'avez plus d'autres choses à rajouter, nous aimerions clôturer cette soirée. Donc, merci aux participants et aux intervenants.